L'objectif de ce cours sur les lipides sera donc de connaître les différentes familles de lipides, ces familles étant constituées sur la base de leur structure et des caractéristiques qui sont en étroite relation avec leur effet biologique. Le but sera donc pour vous de connaître et de comprendre ces caractéristiques structurales de chacune de ces familles et ainsi comprendre les relations entre ces structures et les activités. Cette compréhension a pour but de vous préparer au cours de biochimie métabolique que vous étudierez dans les années suivantes, où vous étudierez donc leur synthèse, leur dégradation et quels sont les mécanismes qui entrent dans la régulation de ces deux voies métaboliques. Plusieurs illustrations et notamment des tableaux sont présentés dans ce cours. Ils n'ont pas pour but que vous les connaissiez, mais ils sont seulement là pour illustrer et rendre moins complexe l'étude structurale. Tout d'abord des généralités sur ces lipides et en commençant par la définition. Ces lipides viennent du mot lipos qui veut dire graisse et ils sont caractérisés par leurs propriétés physico-chimiques, à savoir la solubilité. En effet, alors que la plupart des molécules de base du monde vivant sont définies par leur structure chimique, cette classe de molécules sont insolubles en solution aqueuse, mais solubles au contraire dans des solvants organiques non polaires comme le méthanol, l'acétone. Cependant, ces critères de solubilité ne sont pas absolus. Aussi a-t-on défini les lipides comme des molécules organiques composées des mêmes atomes que les glucides, à savoir carbone, hydrogène et oxygène, mais qui en diffèrent nettement par l'organisation de ces atomes. Les lipides sont caractérisés notamment par la présence d'un acide gras, c'est-à-dire une fonction acide portée par une longue chaîne aliphatique. Sont rattachés aux lipides en raison de leur insolubilité dans l'eau des molécules comme le cholestérol, les stéroïdes et la vitamine D. Le terme lipide est un terme générique pour nommer les corps gras. Ce que l'on appelle en général huile, beurre, graisse ne désigne que l'état liquide ou solide à une température ambiante. Ainsi, parmi les graisses alimentaires d'origine végétale, on va distinguer les huiles qui sont fluides, c'est-à-dire liquides à une température de 15 degrés, ou les huiles concrètes qui, elles, sont solides à une température de 15 degrés. Les graisses animales, elles, sont soit d'origine laitière, soit apportées par les viandes et les poissons, ou extraites des animaux terrestres, notamment la graisse d'oie. Il existe aussi des cires solides comme la cire d'abeille. On trouve également des cires dans les produits en caustique ou encore dans les sticks, notamment en cosmétique pour protéger les lèvres du froid. Les lipides, en plus de leur caractère soluble, ils ont également d'autres propriétés, notamment un point de fusion qui traduit ce passage de l'état solide à l'état liquide et qui est une caractéristique de leur structure chimique, comme on le verra un peu plus loin dans ce cours. Parmi les propriétés chimiques de ces lipides, ils sont aussi sensibles plus ou moins à l'oxydation en fonction, là encore, de leur structure chimique. Enfin, les lipides qui sont présents dans la plupart des aliments vont être transformés. Ils ont un intérêt nutritionnel évident d'un point de vue quantitatif comme source énergétique, mais également qualitatif en raison des fonctions qu'ils peuvent jouer dans l'organisme sur le plan métabolique. Ces lipides jouent également un rôle important dans les qualités organoleptiques des aliments, et notamment sur le plan sensoriel, puisqu'ils apportent le goût et la texture à ces aliments. Probablement, ces qualités organoleptiques sont à l'origine de cette très nette augmentation de la consommation de ces lipides dans notre alimentation. Et on voit qu'au cours de l'évolution, la consommation des lipides a nettement augmenté. Aujourd'hui, alors que les recommandations sont de l'ordre de 30 à 35%, cette consommation peut atteindre 38 voire 45% chez certaines personnes. Donc en cas de déséquilibre énergétique lié notamment à un excès des apports alimentaires,
ou à une diminution de la dépense énergétique, ce qui l'on observe aujourd'hui dans notre comportement occidental, eh bien cela va se traduire par une augmentation et un stockage des réserves énergétiques, notamment au niveau du tissu adipeux. Cette facilité de stockage des lipides a autrefois été utile à l'homme pour résister notamment aux famines, mais malheureusement, aujourd'hui, notre métabolisme n'est plus adapté à ces conditions hygiéno-diététiques liées à notre mode de vie occidental, et ce qui autrefois fut un avantage pour résister à ces famines alimentaires se retourne aujourd'hui contre nous, puisqu'un excès de réserves lipidiques va être à l'origine de l'obésité et des pathologies associées comme le diabète de type 2, mais également les maladies cardiovasculaires. Tout d'abord, présentons ces lipides. Ces lipides, la majorité des lipides que nous consommons est constituée essentiellement de triglycérides. Ces triglycérides, ce sont en fait une molécule qui complexe 3 acides gras. Ces triglycérides constituent les 95 à 98% de nos graisses alimentaires. Les graisses alimentaires apportent également des phospholipides. Ces phospholipides, en raison de leur caractère amphiphile que nous étudierons, ont un rôle majeur comme constituant des interfaces membranaires. Ils servent notamment de transporteurs des acides gras et ont un rôle émulsifiant. Le cholestérol est également apporté par notre alimentation. Il peut être, on le verra, synthétisé également de façon endogène. C'est un constituant lui aussi indispensable des membranes cellulaires. C'est aussi le précurseur d'hormones sexuelles et des hormones surrénaliennes. On trouve également dans l'alimentation des vitamines liposolubles comme la vitamine A, E et la vitamine D. Une fois absorbés, eh bien, ces lipides au niveau cellulaire vont avoir 3 voies métaboliques. Soit ils sont oxydés, une voie que l'on appelle bêta-oxydation, et ils vont donc produire de l'énergie. Soit ces lipides vont jouer un rôle structural, notamment les acides gras insaturés et les phospholipides. Ils vont entrer dans la structure des membranes et vont avoir un impact notamment sur la fluidité des membranes. Enfin, une troisième fonction de ces lipides est celle de participer à des rôles biologiques, notamment dans l'inflammation, mais également ils sont capables de moduler l'expression de certains gènes. Sur cette diapositive sont résumés donc les rôles biologiques des lipides énergétiques, et ces lipides représentent environ 20% du poids du corps, structural dans la constitution des membranes et fonctionnel, on parle également de signaling, puisqu'ils sont capables donc de transmettre des informations reçues au niveau membranaire au niveau cellulaire. Enfin, ils jouent le rôle de transporteur de vitamines liposolubles. Mais ces lipides sont aussi à la base des maladies cardiovasculaires, puisque ce sont des dépôts lipidiques qui vont entraîner un durcissement des artères et sont à l'origine de cette pathologie que l'on appelle l'athérosclérose. Les lipides ont une origine exogène, c'est-à-dire apportée par l'alimentation, mais il existe également une source endogène de lipides, puisque nous sommes capables de les synthétiser. Cette synthèse des lipides débute par un précurseur qui est une molécule qu'on appelle l'acétyl-coenzyme A qui comprend 2 carbones. Il s'agit en fait d'un acétyl activé. Cet acétyl-coenzyme A va être impliqué dans 2 voies métaboliques, soit la voie malonique qui va conduire à la formation des acides gras, c'est-à-dire des acides carboxyliques avec une longue chaîne aliphatique, soit cet acétylcoenzyme A peut emprunter une autre voie métabolique qui est la voie de l'isoprénoïne que nous étudierons et qui va conduire à la formation de terpènes, ces terpènes qui vont être à l'origine notamment du cholestérol. Le groupement acétyl de l'acétylcoenzyme A est en fait un produit de dégradation du pyruvate, notamment apporté par la glycolyse, qui est l'oxydation des glucoses. Cet acétyl va être activé pour entrer dans des voies métaboliques comme la voie malonique et la voie de l'isoprénoïque. Et cette activation, elle est
le fait de cette liaison thioester qui engage un groupement soufre qui est lié notamment ici à un acide aminé qui est l'alanine. Cette alanine liée à un acide pentonique et à un nucléotide qui est un adénosine diphosphate, bien cette molécule a pour nom coenzyme A. C'est une structure qui est souvent utilisée en biochimie, notamment pour activer les molécules qui vont entrer dans des voies métaboliques. Une classification des lipides est difficile à proposer en raison de l'hétérogénéité de ce groupe de molécules. On peut les classer selon leur caractère neutre, amphiphiles ou bien sur la base de leurs propriétés physico-chimiques. La classification de Bloch distingue à elle les lipides simples, que l'on appelait autrefois des lipides neutres, et des lipides complexes. Les lipides simples sont des homolipides, ils sont constitués uniquement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, et ils vont être classés en fonction de l'alcool qui les hystérifie. Ainsi, on va distinguer les acylglycérols, où l'alcool ici est un glycérol, les sérides, où là l'alcool est un alcool à chaîne longue, et encore les stérides. L'autre catégorie de lipides, ce sont des lipides complexes qui sont polaires, en raison donc de leur ionisation possible, et ces hétérolipides contiennent des groupes phosphate, sulfate ou glucidique, en plus des corps ternaires, à savoir carbone, hydrogène et oxygène. Ils sont classés par rapport à la molécule, là encore, qui va fixer les acides gras, soit le glycérophosphate, qui va donner la classe des phosphoglycérolipides, soit la sphingosine, qui va donner donc la famille des sphingolipides. On trouve d'autres classifications, toutes présentent leurs avantages et leurs limites. Ici, une classification possible qui tient compte de leur caractère hydrolysable. Vous voyez ici la complexité de la classification de ces lipides puisqu'ils appartiennent à plusieurs familles à la fois. Après ces généralités sur les lipides, nous allons aborder leur étude en précisant pour chacune des classes des lipides leur caractère. Nous adopterons un plan inspiré de la classification de Bloch qui permet de faire apparaître des composés à caractère lipidique. Dans le chapitre 1, nous présenterons les acides gras qui se composent d'acides gras saturés et insaturés. Puis, dans le deuxième chapitre, nous étudierons les lipides simples qui sont constitués des trois classes qui sont les glycérides, les sérides et les stérides. L'étude des lipides complexes fera l'objet du chapitre 3. Dans ce chapitre, nous étudierons plus précisément les glycérophospholipides et les sphingolipides. Enfin, nous aborderons dans le chapitre 4 l'étude des eicosanoïdes, qui sont des acides gras à 20 carbones ayant subi une oxydation enzymatique. Puis nous aborderons l'étude des lipides polyisopréniques, une classe de lipides très largement représentée à la fois dans le monde végétal mais également animal. Ces lipides jouent un rôle important, notamment sous la forme de stéroïdes. Enfin, nous compléterons ce cours sur les lipides par un chapitre sur leur métabolisme et un sur leur méthode d'analyse. Les acides gras sont les molécules communes à l'ensemble des lipides puisqu'ils entrent dans leur constitution. On distingue deux principales classes d'acides gras, les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Ces derniers contiennent au moins une double liaison. Les acides gras atypiques seront présentés seulement à titre de curiosité biologique liée à certains d'entre eux. Enfin, une notion importante à souligner, les acides gras sont des composés non hydrolysables, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent pas de liaison susceptible d'être coupée enzymatiquement ou chimiquement. Les acides gras sont les constituants essentiels des lipides. Ce sont des molécules organiques comprenant une chaîne carbonée terminée par un groupement carboxylique.
L'autre extrémité de la chaîne se termine, elle, par un regroupement méthyle. Et cette chaîne carbonée peut être soit dépourvue de liaison, on parle alors d'acides gras saturés, comme l'exemple présenté ci-dessous, soit elle peut comprendre une ou plusieurs doubles liaisons, on parle alors d'acides gras insaturés. Il existe bien évidemment une grande variété de structures et on va trouver ces acides gras soit sous une forme linéaire, qui est une forme la plus fréquente, mais également sous des formes cycliques ou ramifiées. Ici sont représentés les acides gras, tout d'abord les saturés, comme l'acide palmitique, qui ne comprennent pas de double liaison. Lorsqu'ils possèdent une seule double liaison, on parle d'acides gras monoinsaturés, et à partir de plus d'une double liaison, on va parler d'acides gras polyinsaturés. Pour nommer les acides gras, la nomenclature systématique est dérivée à partir de l'hydrocarbure auquel on rajoute la substitution OIque. Ainsi, si on prend l'exemple de l'octadécane qui comprend 18 carbones, eh bien l'acide gras saturé s'appellera l'octadécanoïque. Lorsque cet acide gras comprend une double liaison, on parlera d'acide octadécénoïque. Puis les acides gras qui comprennent 3 doubles liaisons, eh bien ce sera l'acide octadécatriénoïque. Il existe également une désignation abrégée qui consiste à indiquer le nombre de carbone et le nombre de doubles liaisons. Donc 0 pour l'acide gras saturé, 1, 2 ou 3 doubles liaisons selon le degré d'insaturation. Sur ce tableau, vous sont présentées la dénomination pour plusieurs acides gras. Et l'on comprend aisément que la difficulté pour les nommer amène à préférer utiliser leur nom commun. Ce nom commun évoque en général l'origine de leur première caractérisation. C'est le cas par exemple pour l'acide palmitique, acide gras à 16 carbones, qui a été isolé pour la première fois de l'huile de palme. C'est le cas aussi de l'acide arachidique, qui a été isolé, lui, pour la première fois à partir des arachides. Enfin, un dernier exemple, celui de l'acide oléique, acide gras à 18 carbones et une double liaison, qui a été, lui, isolé à partir de l'huile d'olive. Nous avons représenté en rouge sur ce tableau les acides gras que l'on a l'habitude de nommer par leur nom usuel et qu'il sera donc utile de connaître. Enfin, les acides gras peuvent aussi être représentés par leur formule abrégée et nous allons dans les diapositives suivantes expliquer le sens de cette nomenclature abrégée. Dans la nomenclature officielle, le carbone du carboxyle porte le numéro 1. La numération se fait donc à partir de ce carbone en allant vers le carbone méthyle, qui ici est le carbone 18. Il existe également une autre nomenclature où l'on indiquera la position des carbones à partir du carbone méthyle terminal, c'est-à-dire le carbone oméga. Cette nomenclature est utilisée préférentiellement par les biochimistes, notamment pour nommer les acides gras polyinsaturés. Pour nommer les acides gras polyinsaturés, il faudra indiquer tout d'abord leur nombre de carbone, leur double liaison, mais également la position de cette double liaison. Deux dénominations sont alors possibles, soit en partant du carbone carboxyle, qui est le premier carbone, et dans ce cas on notera delta, cette position, avec, en exposant, le carbone qui porte cette double liaison. Il s'agit sur cet exemple de l'acide palmilo-oléique du C16, 1 pour indiquer le nombre de doubles liaisons, et delta 9 indiquant le premier carbone où se trouve cette double liaison. L'autre dénomination possible consiste à compter cette fois les carbones à partir du dernier carbone, qui est le carbone méthyle. La place de la dernière double liaison est alors indiquée par oméga, suivie du nombre de carbones existants jusqu'à cette double liaison.
ici, sur cet exemple, la double liaison se trouve sur le 7e carbone à partir du carbone oméga ou carbone méthyle. Cet acide gras pourra donc être également noté C16.1 oméga 7. Prenons l'exemple de l'acide arachidonique qui peut être nommé de deux façons différentes. Dans les deux cas, nous aurons 20 qui représente le nombre de carbone, 4 qui représente le nombre de doubles liaisons, et soit oméga, soit delta, selon que la première double liaison est comptée à partir de l'extrémité oméga terminale ou à partir de l'extrémité carboxyle terminale, et nous aurons dans ce dernier cas la numérotation delta. Dans cette nomenclature delta, on a l'habitude également de nommer tous les carbones qui sont porteurs d'une double liaison. Voici donc présentées les différentes familles d'acides gras polyinsaturés, les acides gras de la famille des oméga 3, que l'on note aussi parfois N-3, N désignant bien sûr le carbone N-méthylterminal. La famille des oméga 6, la famille des acides gras oméga 9, où ici la première double liaison est portée par le carbone 9 important de l'extrémité N-terminale, ou bien, pour terminer, la famille des acides gras saturés. Cela permet ainsi de classer les acides gras selon leur degré d'insaturation, soit les acides gras saturés, les acides gras insaturés qui comprennent la famille des monoinsaturés et la famille des polyinsaturés qui, à leur tour, vont être différenciés en différentes familles, à savoir la famille des oméga 6, ou la famille des oméga 3, et cette notion de famille d'oméga 6 et d'oméga 3 vous a certainement pas échappé puisqu'ils sont très médiatisés, notamment en raison des rôles bénéfiques que peuvent jouer les oméga 3 dans certaines fonctions physiologiques. Ces familles oméga 6, oméga 3 ont deux chefs de file, l'un que l'on appelle l'acide gras acide linoléique, et l'autre famille dont le chef de file est l'acide alpha-linolénique. Ces deux chefs de file vont donner naissance à toute une série de dérivés qui sont plus longs et plus insaturés, chacun appartenant à la famille soit des oméga 6, soit des oméga 3. Certains de ces dérivés vont subir décyclisation, catalysés notamment par des enzymes, et ces acides gras cycliques vont jouer un rôle capital en médecine et feront l'objet d'un chapitre sur les eicosanoïdes. Autre particularité des acides gras insaturés, c'est la présence d'une double liaison éthylénique qui provoque l'existence de deux isomères de configuration cis ou trans, selon que les groupements sont placés soit du même côté du plan déterminé par les doubles liaisons, on parle donc dans ce cas de configuration 6, ou bien lorsque les groupements aliphatiques sont placés de part et d'autre du plan, on parle dans ce cas-là de configuration trans, et d'une manière générale, les acides gras naturels sont majoritairement en configuration 6. Sur l'exemple de l'acide octadécénoïque, on distingue, selon que l'isomère est 6, l'acide oléique, ou 6,9-octadécénoïque, ou dans le cas où l'isomère est trans, dans ce cas, cet acide est appelé acide élaïdique. À l'état naturel, eh bien, c'est l'isomère 6 que l'on trouve de manière majoritaire, c'est l'acide oléique que l'on trouve dans l'huile d'olive. L'acide gras trans est observé seulement dans des processus d'hydrogénation et de transformation industrielle des huiles, et en toute petite quantité également chez les ruminants. La présence des doubles liaisons dans un acide gras insaturé va modifier la conformation de ces acides gras. Ainsi, dans un acide gras saturé, la chaîne hydrocarbonée est linéaire. Les liaisons covalentes de ces acides gras forment un zigzag avec un angle caractéristique. Lorsque l'acide gras est insaturé, on rencontre deux situations
différente si l'acide gras est de configuration 6. Dans ce cas, la chaîne carbonée va présenter un angle de courbure au niveau de cette double liaison. Elle introduit un pli rigide avec une inflexion. Si l'acide gras est en conformation trans, dans ce cas, la chaîne carbonée est linéaire comme en absence de double liaison. L'état physique de ces acides gras dépend des forces cohésives hydrophobes que l'on appelle les interactions de Van der Waals. Ces interactions, elles vont être fortes lorsque les acides gras sont saturés et lorsque les chaînes sont longues. Ces chaînes donc hydrophobes longues et saturées permettent une forme dense et ordonnée, une forme compacte de l'acide gras, à l'origine donc de son caractère de solidité et que l'on voit en bas à gauche de l'écran. En revanche, la présence de double liaison va entraîner une courbure de la chaîne carbonée. Les forces de Van der Waals entre ces chaînes vont en être d'autant plus affaiblies, ce qui va interférer sur la possibilité de former des structures compactes. Et cette insaturation va être à l'origine de la fluidité des membranes. Donc en résumé, les principales caractéristiques des acides gras, ce sont des acides faibles qui comprennent une seule fonction carboxylique. Ces acides gras ont généralement un nombre pair de carbone qui s'explique par leur synthèse dans la voie malonique. Cette synthèse dans laquelle un maillon acétyl est apporté sous forme d'acétyl-CoA. Ces acides gras sont également caractérisés par la longueur de leur chaîne, les plus courants comprenant entre 12 et 20 carbones. Enfin, lorsque ces acides gras sont insaturés, il est important de préciser le nombre et la position de ces doubles liaisons. La présence d'une double liaison va imposer à la molécule une configuration qui pourra être de type 6 ou de type trans. Ce sont les acides gras qui vont imposer leur état à la majorité des lipides liquides ou solides sur la base de leurs caractéristiques structurales. Le passage d'un état solide à l'état liquide est déterminé par ce qu'on appelle le point de fusion. D'une manière générale, la longueur de la chaîne carbonée, mais également le nombre de doubles liaisons, que l'on appelle le degré d'insaturation, vont influencer ce point de fusion. Vous voyez ici sur la figure du bas que plus la longueur de la chaîne d'acides gras saturés est longue, plus la température de fusion va s'élever. La configuration 6 des doubles liaisons de la chaîne de carbonée d'un acide gras a des conséquences importantes non seulement sur la forme de la molécule, comme on l'a vu précédemment, mais également sur son degré d'insaturation et il va notamment diminuer ce point de fusion. Dans ce tableau donné à titre d'exemple, on remarque qu'une longueur de chaîne courte et un degré de saturation élevé abaissent la température de fusion, ce qui va augmenter la fluidité des acides gras. Prenons l'exemple dans la série des séduisites de la température de fusion entre l'acide gras saturé et l'acide gras insaturé, qui comporte une seule double liaison. Cela se répercute sur la température de diffusion de ces composés, 70 degrés pour l'acide stéarique contre seulement 13 degrés pour l'acide oléique, alors que ces deux acides gras possèdent le même nombre de carbone, soit une différence de 50 degrés entre ces deux acides gras. Comme nous l'avons dit, ces acides gras vont imposer leur état physique ou liquide à la majorité des lipides, ce qui impliquera des variations dans la nature de ces derniers selon leur fonction dans les organismes vivants. Ainsi, les lipides membranaires, qui doivent être fluides à toutes les températures ambiantes, sont plus insaturés que les lipides de réserve. Le tissu adipeux profond d'emballage et de protection des organes, de même que les tissus des couches d'isolation thermique de certains mammifères, sont en général solides, riches en acides gras saturés et à longue chaîne. Pour les organismes qui ne sont pas des homéothermes, lorsque la température change, on observe des recompositions des acides gras pour garder la fluidité adéquate des membranes plasmiques. La solubilité des acides gras est liée au fait que ces acides gras portent une fonction carboxylique qui peut être ionisée à un pH supérieur à 5,5 et à leur caractère hydrophobe lié cette fois à la chaîne carbonée.
Cette chaîne carbonée, plus elle est longue, plus elle va être apolaire, et ce qui entre dans le caractère hydrophobe des lipides. Certains acides gras qui comprennent un nombre faible de carbone, comme l'acide butyrique qui ne comprend que 4 carbones, sont solubles dans l'eau. C'est seulement à partir de 10 carbones que les acides gras vont devenir insolubles dans l'eau et vont pouvoir s'organiser en micelles en raison de leur caractère bipolaire. Ils sont également solubles à partir de 10 carbones dans les solvants, ce qui est à la base de leurs caractéristiques en termes de définition. Les acides gras sont également sensibles à une oxydation et vous avez tous été témoins de l'odeur rance et du goût désagréable de ces lipides lorsqu'ils sont oxydés. Ils s'oxydent à l'oxygène de l'air. Et vous avez certainement remarqué, notamment lorsque on coupe, par exemple, un avocat, la couleur de cet avocat qui va changer, et cette modification est liée notamment à l'oxydation des graisses liées dans ce fruit. Lors de ce rancissement sont produits des aldéhydes qui sont responsables de l'odeur, mais également des acides qui sont toxiques et rendent le produit impropre à la consommation. Au niveau biologique, les acides gras peuvent être oxydés soit par des enzymes, mais également par des auto-oxydations qui peuvent avoir lieu, oxydations de type radicalaire qui sont impliquées dans la dénaturation de ces lipides. Et les acides gras polyinsaturés sont particulièrement sensibles aux oxydations, ce qui rend ces molécules beaucoup plus fragiles que les acides gras saturés. On le voit ici sur cet exemple où les acides gras polyinsaturés, notamment ceux qui comprennent 3 doubles liaisons, 99% de ces produits sont dégradés lorsque la température atteint 240 degrés, contre seulement 13% des acides gras avec une seule double liaison sont dégradés à très haute température. Intéressons-nous maintenant à la catégorie des acides gras saturés. Saturés en hydrogène. La formule générale de ces acides gras est présentée ici. Ils sont très abondants chez les mammifères. Et le plus souvent, ils sont à nombre pair de carbone, comme nous l'avons dit, en raison de leur synthèse qui va se faire à partir de l'addition successive de molécules d'acétylcoenzyme. Les acides gras saturés les plus représentatifs sont l'acide palmitique à 16 carbones, l'acide stéarique avec 18 carbones. On trouve également de l'acide butyrique qui est un acide court que l'on trouve dans le beurre mais également qui est produit par la flore intestinale. Enfin l'acide lignocérique à 24 carbones qui est présent au niveau du tissu nerveux. L'origine des acides gras saturés, elle est d'origine exogène apportée par l'alimentation. Leur consommation élevée est impliquée dans l'augmentation des maladies coronariennes. Il existe donc des recommandations nutritionnelles qui limitent l'apport de ces acides gras sous forme saturée. La voie malonique sera étudiée en détail dans les années supérieures. Mais de manière très schématique, sur cette figure sont représentés à la fois l'origine et le devenir de l'acétylcoenzyme A. Cet acétylcoenzyme A dérive du métabolisme du glucose, voie métabolique que l'on appelle glycolyse. Il s'agit d'une voie d'oxydation du glucose. L'acétyl-CoA dans la mitochondrie peut être soit oxydé en cas de besoin énergétique, soit, si le besoin énergétique est suffisant, l'acétyl-CoA sera transféré dans le cytoplasme sous forme de citrate ou, une fois dans le cytoplasme, il redonnera de l'acétyl-CoA, cet acétyl-CoA qui est le précurseur de la synthèse des acides gras. Il faudra par exemple 8 molécules d'acétyl-CoA pour former l'acide palmitique à 16 carbones. Ces acides gras sont ensuite stockés sous forme de triacylglycérol ou de triglycérides en réagissant avec une molécule de glycérol. Ces acides gras sont stockés
au niveau du tissu adipeux, dans les tissus de protection des organes et dans la circulation. On va les trouver sous forme d'acides gras libres, liés notamment à l'albumine, mais surtout sous forme donc de triglycérides, après un repas. Leur rôle, ils sont essentiellement destinés à être métabolisés. Sur le plan énergétique, 1 gramme d'acide gras apporte 9 kilocalories, ce qui est nettement plus que l'apport énergétique par les glucides, qui n'apportent que 4 kilocalories, ou par les protéines, qui n'apportent également que 4 kilocalories. Ils font l'objet, ces acides gras, d'un métabolisme. Ils peuvent être soit oxydés, ce qu'on appelle la lipolyse, soit mis en réserve, la lipogénèse. Et ils vont être sensibles aux jeunes, à savoir que en cas d'apport alimentaire insuffisant, eh bien, ces acides gras sous forme de triglycérides vont subir une lipolyse pour être libérés et ainsi être oxydés. Une remarque toutefois, les lipides ne pourront jamais complètement remplacer le glucose. Les acides gras insaturés présente au moins une double liaison qui va imposer à la molécule des caractéristiques en termes de rigidité, de point de fusion et de sensibilité à l'oxydation, et ils ont une configuration de type 6 ou trans que l'on a vu précédemment. Les acides gras monoinsaturés comportent une seule double liaison. Ici, l'acide gras monoinsaturé le plus représentatif, l'acide oléique, que l'on trouve dans l'huile d'olive. Cet acide oléique peut toutefois être synthétisé par l'homme puisque nous possédons une delta 9 désaturase qui est capable donc d'insérer une double liaison au niveau du carbone 9. Cet acide gras est peu sensible à une oxydation. Il est à l'origine d'un effet bénéfique lié au régime méditerranéen. Il prévient notamment des maladies cardiovasculaires et sa consommation est fortement recommandée. Les acides gras polyinsaturés comprennent de 2 à 6 doubles liaisons par molécule. Il est pratique de référencer ces acides gras polyinsaturés selon la famille à laquelle ils appartiennent. Ainsi, les acides gras de la série oméga 3 ou N-3 ont leur double liaison à partir du 3e carbone à partir de l'extrémité méthyle, le chef de file étant l'acide alpha-linolénique qui comprend 3 doubles liaisons. Les dérivés synthétisés à partir de cet acide alpha-linolénique sont l'acide eicosapentaénoïque qui comprend 5 doubles liaisons. Ces doubles liaisons sont insérées en direction de l'extrémité carboxyle terminale, chacune étant séparée de 3 carbones. Un autre acide gras polyinsaturé caractéristique de cette famille des oméga 3, c'est l'acide docosahexaénoïque qui comprend, lui, 6 doubles liaisons, la première étant située au niveau du carbone 3. L'autre famille est celle des oméga 6 ou N-6. Le chef de file de cette famille est l'acide linoléique qui comprend 2 doubles liaisons. La première étant ici située au niveau du carbone 6 à partir de l'extrémité N-terminale. Il va donner naissance notamment à plusieurs dérivés, dont l'acide arachidonique, très caractéristique, qui lui comprend 4 doubles liaisons. Ces acides gras polyinsaturés qui sont les chefs de file des dérivés supérieurs sont essentiels à l'homme qui n'est pas capable d'insérer des doubles liaisons au niveau donc de ce carbone 3 et de ce carbone 6. Les travaux pionniers concernant leur essentialité sont ceux de Bohr en 1929, puis ceux d'Ullmann dans les années 80. Et on sait donc depuis plus de 60 ans que ces acides gras sont indispensables et qui jouent un rôle important au niveau des membranes nerveuses. Leurs besoins quotidiens ont été estimés, environ 10 grammes pour l'acide linolénique et 2 grammes pour l'acide linolénique. L'acide linoléique est important notamment pour la croissance et le développement. Il est nécessaire également à l'étanchéité de la barrière épidémique et une carence d'apport en cet acide est associée souvent à des troubles cutanés avec des pertes hydriques notamment importants.
Le rôle des oméga 3, lui, est essentiel à la biogénèse des membranes et en particulier au niveau du système nerveux central. Ce rôle est particulièrement critique au moment du développement. Et des carences nutritionnelles dans cet acide gras peuvent être associées à des modifications, comme cela a été vu, dans les électrorétinogrammes des enfants qui étaient nourris avec des laits, du lait de vache. Aujourd'hui, les laits infantiles sont enrichis en cet oméga 3. Ces acides gras sont dits essentiels car les végétaux possèdent d'enzymes leur permettant d'insérer une double liaison au niveau du carbone 3 et du carbone 6 méthylterminaux. En effet, dans le règne végétal, les végétaux possèdent une delta 15 et une delta 12 désaturase qui leur permettent d'insérer ces doubles liaisons. En revanche, dans le règne animal, nous possédons une delta 6 et une delta 5 désaturase qui va nous permettre d'insérer de nouvelles doubles liaisons à partir des précurseurs que nous sont fournis par les végétaux. Pour pouvoir ajouter une nouvelle double liaison, cet ajout se fait toujours dans le sens de l'extrémité carboxyle terminale. De plus, après l'action des delta 6 désaturase, pour ajouter une nouvelle double liaison, la chaîne d'acides gras doit être allongée. Vous comprenez alors l'intérêt des biochimistes et des biologistes pour la numérotation oméga, avec laquelle la position de la première double liaison déterminée à partir de l'extrémité N-terminale ne varie pas, contrairement à la position des doubles liaisons dans la nomenclature delta qui varie avec l'allongement de la chaîne. L'intérêt de ces deux acides gras essentiels ne se limite pas à leur structure primaire, car sous cette forme ils sont relativement peu actifs, mais surtout parce qu'ils vont être les précurseurs d'acides gras plus insaturés et plus longs, que l'on appelle les acides gras polyinsaturés à longue chaîne. Les enzymes du métabolisme des acides gras polyinsaturés font intervenir des désaturases, des élongases, qui sont capables d'ajouter 2 carbones à la chaîne en croissance, mais également des oxygénases qui vont agir sur les acides gras à 20 carbones pour former des composés aux propriétés biologiques beaucoup plus actives que sont les prostaglandines et les leucotriènes, produits qui vont intervenir notamment dans les réactions inflammatoires. Les deux séries, bien que distinctes, vont pourtant utiliser les mêmes enzymes, ce qui est à l'origine d'une compétition entre les deux séries, en cas de déséquilibre d'apport alimentaire notamment. Cependant, la delta 6 désaturase a une affinité beaucoup plus importante pour les acides gras qui sont les plus insaturés, ce qui explique que nos besoins en oméga 3 soient plus faibles que nos besoins en oméga 6 puisque la série des oméga 3 est généralement plus insaturée. La delta 6 désaturase va ainsi ajouter une insaturation supplémentaire dans chacune des séries, menant le nombre de doubles liaisons à 3 dans la série des oméga 6 et à 4 doubles liaisons dans la série des oméga 3. Sur ces deux acides gras va agir une élongase qui va rallonger la chaîne d'acides gras pour former ainsi des acides gras à 20 carbones sur lesquels vont agir une delta 5 désaturase pour former ces produits que l'on appelle l'acide arachidonique dans la série des oméga 6 et l'acide eicosapentaénoïque dans la série des oméga 3. Ce sont sur ces acides gras à 20 carbones que vont agir les oxygénases pour former des dérivés lipidiques qui ont un potentiel biologique important. Pendant longtemps, on a cru qu'il existait une delta 4 désaturase pour former notamment l'acide docosahexaénoïque qui a une importance biologique au niveau du système nerveux central et au niveau de la rétine. Pourtant, cette delta 4 désaturase n'a jamais été isolée et c'est pour cette raison que récemment, une nouvelle voie métabolique a été proposée. Dans cette voie métabolique, les acides gras à 20 carbones, qui sont
l'acide eicosapentaénoïque et l'acide arachidonique vont être allongés de 4 carbones et ils vont subir à nouveau l'action d'une delta-6 désaturase. Les produits formés vont être ensuite transférés dans les peroxysomes où ils vont subir une bêta-oxydation. Et les produits terminaux, qui sont l'acide docosahexaénoïque et l'acide docosapentaénoïque, seront ensuite retransférés au niveau du réticulum endoplasmique, puis ils seront insérés au niveau des membranes plasmiques. L'importance du rôle des peroxysomes dans l'étape finale de la synthèse de ces acides gras a été mise en évidence par des observations faites dans une pathologie qu'on appelle le syndrome de Zellweger. Et ces patients qui sont atteints d'anomalies fonctionnelles au niveau de la vision, mais également du système hépatique et musculaire, chez ces patients, il avait été observé une accumulation du DHA dans les peroxysomes, alors qu'au niveau des membranes, les taux de ce DHA étaient effondrés. Des améliorations spectaculaires ont été observées après supplémentation de ces patients en DHA. Sur cette diapositive vous sont présentées les différentes sources alimentaires dans lesquelles on va trouver les acides gras polyinsaturés. Ainsi, l'acide gras essentiel linoléique, chef de file de la famille des oméga-6, est apporté par l'huile de tournesol et l'huile d'arachide. Ces huiles, largement utilisées dans la cuisine occidentale, expliquent les quantités importantes de cet acide gras dans l'organisme. En revanche, les huiles de colza ou de soja, peu consommées sous nos climats, sont des sources importantes d'acides gras oméga 3, dans les populations asiatiques par exemple. Les acides gras à plus longue chaîne, comme l'acide eicosapentaénoïque, peuvent être apportés directement par la consommation de poissons. On trouve également dans le lait maternel cet acide gras. Toutefois, comme nous l'avons vu, ces acides gras peuvent être synthétisés à partir de leurs précurseurs. Cependant, dans certaines situations physiologiques ou pathologiques, en raison de déficits enzymatiques en désaturase, la synthèse de ces acides gras polyinsaturés à longue chaîne est altérée et de ce fait, il est donc important d'apporter ces produits directement formés à partir de la consommation d'aliments qui les contiennent. Aujourd'hui, l'enrichissement en dérivés à plus longue chaîne, comme l'acide eicosapentaénoïque et le DHA, que l'on trouve également dans le lait maternel, mais dont le lait de vache est dépourvu, est au centre de discussion en termes d'enrichissement. L'intérêt biologique des oméga 3 vient également du fait qu'ils pourraient prévenir les maladies cardiovasculaires. Ces observations ont été faites à la suite d'études épidémiologiques qui ont comparé l'alimentation de populations, comme les populations inuites, à d'autres populations, comme les Danois. Et il a été observé que malgré des apports lipidiques très élevés dans les apports alimentaires des Inuits, cette population était protégée des maladies cardiovasculaires. Ce qui a amené à considérer les lipides non pas seulement sur un aspect quantitatif, mais également sur un aspect qualitatif. L'un des mécanismes qui a été proposé est l'effet de l'acide eicosapentaénoïque sur la prévention des arythmies cardiaques, comme c'est montré dans cette étude à titre d'exemple, où des arythmies ont été induites par l'ajout de calcium à des cardiomyocytes en culture. Toutes ces observations ont amené à des recommandations nutritionnelles et le rapport idéal entre les séries oméga-6 et oméga 3 serait de l'ordre de 5. Pourtant, vous remarquerez que l'on est très loin de ce rapport et même la graisse, qui autrefois était un exemple sur le plan de l'équilibre nutritionnel, aujourd'hui a un rapport en oméga-6 et oméga 3 qui est de même ordre que celui observé dans le reste de la population européenne.
Comment expliquer ce déséquilibre entre les séries oméga 6 et oméga 3? L'une des hypothèses serait une consommation trop importante en produits dérivés de l'huile de tournesol qui, comme vous le voyez, est beaucoup trop riche en acide linoléique. En revanche, certains produits comme la graisse d'oie présentent un rapport oméga 6 oméga 3 qui semble favorable et pourrait expliquer le fait que dans les populations du sud-ouest, le risque de maladie cardiovasculaire est l'un des plus faibles d'Europe, alors que leur consommation en lipides est très élevée. Mais on préférera conseiller une alimentation plus riche en poissons. Remarquez que le rapport oméga 6 sur oméga 3 est très en faveur des oméga 3, plus particulièrement au niveau des poissons dits gras, surlignés en bleu sur cet exemple. Les acides gras atypiques sont relativement peu importants sur le plan quantitatif, mais peuvent avoir des répercussions biomédicales importantes. C'est le cas des acides gras trans qui ont été impliqués dans l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Ces acides gras trans se trouvent à l'état naturel en très petite quantité dans des produits dérivés des ruminants. En revanche, c'est la transformation des huiles sous forme de margarine, un processus d'hydrogénation au cours duquel des acides gras trans sont formés et qui est à l'origine d'une consommation importante dans la population. En raison de ce risque élevé, une charte de qualité a été signée par les industriels qui s'engagent à diminuer la production de ces acides gras trans dans les produits transformés. L'éclat ou acide linoléique conjugué est un terme générique qui désigne un mélange d'isomères géométriques des positions cis-trans et trans-trans de l'acide linoléique qui, je vous le rappelle, est sous forme cis naturellement. Récemment, des études chez l'animal suggèrent que ces lipides auraient des propriétés biologiques intéressantes. Ils auraient un potentiel anticancérigène, anti-hétérogène. Ils pourraient même diminuer la masse grasse. On le trouve en très petite quantité dans les produits dérivés des ruminants. Et maintenant, en raison des propriétés sur la masse grasse, de nombreux compléments alimentaires sont enrichis, bien que ces effets restent toujours controversés et méritent d'être confirmés. D'autres acides gras atypiques, comme les acides gras hydroxylés, que l'on trouve surtout dans les végétaux, et à titre d'exemple, l'acide ricinoléique, que l'on trouve dans l'huile de ricin et qui était autrefois utilisé en cas de constipation. Les acides gras ramifiés sont surtout abondants dans les bactéries, et l'un de ces acides gras, polyméthylés, présent dans le bacille de Koch, qui est un agent de la tuberculose, a été longtemps dosé pour faire le diagnostic de la tuberculose. Autre exemple, dans la pathologie de Refsum, qui est due à l'absence de la dégradation de l'acide phytanique, qui est normalement catabolisé chez l'homme, cette absence de dégradation, en cas de déficit héréditaire, conduit à une accumulation de cet acide gras qui va être à l'origine d'une maladie grave dont les signes cliniques sont des ataxies. Nous avons étudié dans cette première partie les structures des acides gras et nous avons vu qu'en fonction de leur structure, ces acides gras, selon qu'ils sont polyinsaturés, notamment à 20 carbone, vont pouvoir agir comme médiateurs lipidiques et être impliqués dans des fonctions biologiques importantes, mais les acides gras polyinsaturés peuvent être aussi intégrés au sein des membranes lipidiques où ils vont jouer un rôle structural mais également fonctionnel. Certains acides gras insaturés peuvent aussi agir comme facteurs de transcription et aller modifier la synthèse notamment du cholestérol. Enfin, les acides gras, notamment les saturés, ont un rôle énergétique important. Ils vont être oxydés dans une réaction que l'on appelle la bêta-oxydation et qui a lieu au sein de la mitochondrie. Mais ces acides gras existent rarement à l'état libre et c'est sous forme de lipides qu'on les trouve.